bazosala contre futur ya Congo. Parce que bana nde ba représenter l'avenir en mboka. C'est que ceux qui bango bakomi ko attaquer ba école. Bakomi si école mosusu kutu cimetière. Les ministres auti koloba bato bango bakundi na ba service na bango na ba service à protection civile provinciale. Bakomi ba winning 500. Deuxième moto akanisi makambo ya effort de guerre ezala kopesa mbongo te ya kopesa pe makila. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Système éducatif, mais aussi nous parlerons de la citoyenneté. On aura évidemment la possibilité de revenir sur d'autres sujets. Pour commencer, Madame la Ministre d'État, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Parce que nous avons lu les communiqués que vous avez sortis la semaine dernière avec des informations inquiétantes par rapport aux conséquences justement de cette guerre d'agression sur le système éducatif qui pour nous est une attaque à notre avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire sur la situation aujourd'hui et quels sont les éléments que vous pouvez mettre à la disposition du peuple congolais pour comprendre les différents dégâts que subissent notre système éducatif à cause de cette agression rwandaise? Je vous remercie, Monsieur le ministre de la Communication. Comme vous l'avez si bien rappelé, nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le nord et le sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées et pas seulement dans les zones directement affectées mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Et donc on a aussi eu à déplorer une école qui aurait servi de cimetière, ça a été dit dans notre communiqué. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. Mais au-delà des infrastructures, pour moi, l'impact le plus important, c'est vraiment l'enfant, les élèves, dans leur tête. Cet impact, c'est beaucoup plus grave qu'une école détruite, qu'un banc utilisé. Et c'est cet impact-là que je voudrais que nous tous, nous ayons vraiment conscience qu'ici, c'est un double crime, de mon point de vue. D'un côté, on affecte l'enfant, les enfants maintenant, mais il faut savoir que ces enfants maintenant sont des adultes de demain et le fait qu'on leur prive de leur scolarité maintenant, cela rend extrêmement difficile la société plus tard parce qu'on va avoir des adultes profondément marqués par ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que nous tenons et nous disons que l'éducation doit rester sacrée, l'éducation de nos enfants, parce que l'impact est à court, moyen et long terme. Et donc je vous remercie de me donner l'occasion d'insister sur ça ici. Alors on disait tout à l'heure que ça concernait à peu près 1 million d'enfants. Alors aujourd'hui, est-ce que ces enfants ou certaines de ces écoles ont rouvert, d'autres ont définitivement fermé? Quel est l'essor justement de ceux pour qui, par exemple, les écoles ne s'ouvrent pas? Et il y a évidemment beaucoup de questions, je laisserai les journalistes les poser tout à l'heure. Si nous devons parler de la situation aujourd'hui à Goma ou à Bukavu ou dans les territoires sous occupation, qu'est-ce que vous diriez? Écoutez, les écoles, elles sont poussées à réouvrir, mais évidemment dans notre cas, pour nous, avant d'ouvrir une école, on doit s'assurer que les conditions de sécurité soient assurées. Donc il y a une fiche qui permet de vérifier ces conditions-là. Donc il y a des écoles qui ouvrent, on le voit bien, la majorité le font, mais on voit que les parents gardent encore majoritairement leurs enfants à la maison. Donc on n'a qu'une présence autour de 50% des enfants dans les écoles. Donc ce qui montre bien à quel point le sentiment d'insécurité reste
très élevé pour les parents qui gardent encore l'école. Nous, ce que nous préconisons, c'est vraiment la sécurité des élèves et des enseignants sur la top priorité, ainsi que de l'administration. Donc avant qu'une école ne reçoive le feu vert pour pouvoir réouvrir, il faut que les conditions de sécurité soient assurées. Voilà, Madame la ministre d'État, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que les journalistes auront l'occasion de poser des questions. Mais il y a un autre aspect, non de moindre d'ailleurs, au cours du lancement de la nouvelle campagne Congolais Téléma. On a commencé par le serment du citoyen, après évidemment l'hymne national exécuté par les enfants. Vous parlez de plus en plus de citoyenneté active, mais qu'est-ce que cela signifie et comment cela s'embraye avec la situation que le pays connaît actuellement? Alors, la campagne de citoyenneté active, c'est vrai, a été lancée ici récemment, mais il faut savoir que le travail que l'on a fait sur le programme de nouvelle citoyenneté est antérieur à la crise actuelle. Pour nous, et ce qui est important pour la vision du chef de l'État, c'est justement de pouvoir travailler sur cette nouvelle citoyenneté qui se base sur 4 piliers fondamentaux, qui sont l'amour de la patrie, l'amour et le respect du compatriote, le respect du bien commun et la fraternité nationale. Donc ce sont des piliers essentiels et donc dans ce dispositif de nouvelle citoyenneté avec le serment du citoyen et les 10 messages qui ont été récemment publiés, ce que l'on veut, c'est de rappeler ces 4 piliers. Et ici, dans ces situations de guerre, ça devient d'autant plus important d'insister sur ces valeurs républicaines qui sont portées par le serment du citoyen. Et donc il faut qu'on insiste beaucoup sur ces 4 piliers. Oui. Mais quels sont-ils? Parce que les médias qui sont là, j'espère que tous y vont s'engager à accompagner la campagne que vous menez, parce que finalement, c'est cette citoyenneté qui va nous permettre d'améliorer nos rapports à l'État et de mieux comprendre les notions justement de patriotisme, et surtout en cette période critique. Mais donc je le rappelle, j'insiste bien, c'est l'amour de la nation, de la patrie, le premier. L'amour et le respect des compatriotes, le chef de l'État y tient beaucoup. Vous vous rappelez en Conseil des ministres, lorsque nous avons validé le serment du citoyen, comment il a insisté sur l'aspect d'amour et du respect des compatriotes, le respect du bien commun, qui est le 3e pied, et la fraternité nationale, l'unité et la fraternité nationale. Alors, unité, fraternité nationale, respect du bien commun et l'amour pour les compatriotes. Pour les compatriotes et l'amour pour la patrie. Oui. Voilà le 4 piliers. Nous nous assurerons que nous communiquons suffisamment auprès des médias pour que tout le monde, effectivement, la citoyenneté ne concerne pas que les enfants, mais ça concerne nous tous. Alors, avant que nous puissions prendre les questions des journalistes, on va réécouter les serments du citoyen que vos équipes nous proposent, et évidemment nous pourrons revenir plus tard sur les statistiques des écoles qui ont été touchées.
Voilà, Madame la ministre d'État, avant de prendre les questions des médias, on a vu 3 écoles différentes pour 3 actes différents. L'hymne national, la minute des silences, ensuite les serments du citoyen. Alors pourquoi l'hymne national? Est-ce que c'est tous les matins à l'école? Pourquoi faire observer aux enfants 1 minute de silence? Est-ce que les enfants comprennent? Est-ce qu'on leur parle de la situation dans l'Est? Et enfin, les serments du citoyen, est-ce que les enfants l'assimilent? Est-ce que c'est répétitif tous les jours? Donnez-nous un peu une idée de la fréquence de tout ceci. Oui, tout à fait. En fait, donc, comme je vous disais, on a mis en place un dispositif qui est formé de ces 3 temps. Alors, 3 temps maintenant, parce que là, c'était pas une réaction, mais pour appuyer sur base de cette situation de guerre. Il y avait déjà une instruction qui avait été envoyée à toutes les écoles. On avait rétabli le salut au drapeau et l'hymne national en début de semaine, et tous les jours, avant la première leçon, ils récitent le serment du citoyen. Ici, en plus, on a fait passer une nouvelle instruction où il y a cette minute de silence qui est en solidarité pour nos populations à l'Est. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une causerie. Quand il récite le serment du citoyen, il y a une causerie de 5 minutes qui est faite pour l'enseignant, pour qu'il puisse expliquer aux enfants justement à la fois les valeurs républicaines que j'ai rappelées ici, mais aussi d'autres thèmes qui sont importants. Donc on a réintroduit également la causerie entre le directeur d'école ou l'enseignant avec les élèves. Comme ça, ils peuvent justement parler, parce que c'est important, au-delà de dire ou de réciter le serment, c'est important de discuter, d'expliquer les concepts, d'expliquer les notions, pour que les enfants se les approprient et qu'ils puissent les vivre tous les jours. Quoi. Et ceci se passe dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait des images d'écoles différentes, parce qu'on a justement voulu montrer que ça se passe comme ça sur toutes les écoles, sur l'ensemble du territoire. Quoi. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les premières questions avec Madame Christiane Ekambo. Merci, Excellence. Ma question s'adresse à Madame la ministre d'État, ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Madame, depuis le début de la guerre, il y a eu des déplacés. Et parmi ces déplacés, il y a eu aussi des enfants qui accompagnent les parents, qui doivent fuir et tout, qui se sont retrouvés à Goma. Mais au mois de janvier, comme Goma était envahi, disons qu'il y a beaucoup de gens et ces déplacés qui étaient déjà là, ils sont partis dans d'autres localités vers le nord, c'est-à-dire à Butchourou, vers Massissi, Niragongo. Alors on évalue les affaires humanitaires des Nations Unies, évalue à peu près à 230 000 personnes qui se sont déplacées depuis le mois de janvier. Là, vous pourrez nous dire combien d'enfants vous estimez, on a estimé combien d'enfants se retrouvent déplacés, et surtout, vous l'avez un peu effleuré, la première question, c'est de savoir quel est l'impact actuel de la guerre sur le système éducatif dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et la deuxième question, tous ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui éparpillés en dehors de Goma, Bukavu, quelles sont les mesures que le ministère a prises pour assurer la continuité éducative de ces enfants déplacés qui se retrouvent dans d'autres provinces, donc qui ont quitté le Nord, le Goma et le Bukavu? Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, dans les plus de 1 million d'enfants que je dis qui sont impactés par la crise, sont compris les enfants qui sont déplacés. Vous l'avez si bien dit, en fait, on a bien vu qu'il y a certains, par exemple, sur l'île d'Idjoui, où j'ai reçu le rapport récent, qu'on a par exemple des écoles qui sont envahies par les personnes qui sont déplacées et qui donc justement vont occuper nos écoles. Donc ce n'est pas strictement là où il y a les combats, mais aussi dans toutes les provinces, pour moi je dis les sous-divisions qui elles sont impactées. Et donc tous ces enfants en fait sont dans les 1,6 million qui sont affectés par la crise. Et donc c'est là l'une des difficultés
difficulté que l'on a, c'est qu'on a que nos écoles servent justement d'abri pour ces personnes déplacées. Donc au-delà des écoles qui sont détruites par les combats, au-delà des écoles qui sont occupées par les groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Et donc on a un énorme impact au niveau de notre système éducatif. Je le rappelais au ministre Mouyaya, il faut savoir que chaque heure, chaque leçon qui n'est pas donnée à un enfant est une leçon perdue. Et qu'il est extrêmement difficile après de récupérer ce retard. Alors évidemment, ce n'est pas le même dans toutes les disciplines, il y a des disciplines où ça a d'autant plus d'impact. Et donc quand on empêche un enfant de suivre une éducation normale, on met à mal vraiment les connaissances, les compétences et les savoirs qu'il est en train d'apprendre. Alors justement, que fait le système éducatif pour pouvoir réagir à ça? On est en train de travailler avec notamment aussi les partenaires techniques et financiers et humanitaires. On va évidemment mettre en place l'enseignement à distance, parce que ici, maintenant, c'est comment définir l'essentiel et le voir dans le temps d'une année scolaire réduite, parce que c'est le cas. Pour eux, ils ont moins d'heures au total que les autres qui sont dans des situations, on va dire, normales. Donc on est en train de revoir comment est-ce qu'on va réadapter les programmes scolaires, se recentrer sur l'essentiel et permettre qu'il y ait cet apprentissage, soit dans des espaces d'apprentissage temporaires qui vont être mis en place, soit au niveau de l'enseignement à distance ou quand ils retournent dans leurs écoles. Deux préoccupations. La première est axée sur... vous avez évoqué l'aspect lié au programme scolaire qui va devoir être écourté. Mais comment ferons-nous pour faire parvenir les examens à ces milieux qui sont carrément sous occupation des rebelles? Mais aussi, imaginez-vous qu'aujourd'hui la guerre puisse prendre fin. Qu'est-ce que le gouvernement peut prévoir pour carrément reconstruire tout ce qui a été détruit dans votre secteur? Et au ministre de la Communication, un communiqué de la DGDA a fait les tours des réseaux sociaux depuis ce matin, où la DGDA a demandé à ce que tous les produits des zones occupées puissent être taxés. Qu'est-ce que le gouvernement peut dire quant à ça? Parce que les citoyens congolais pensent que là, on pense que c'est déjà un autre pays. Alors, est-ce que vous avez l'authentification de la source de ces communiqués? Vous êtes sûr que c'est les communiqués de la DGDA? Non, justement parce que, raison pour laquelle cette question est posée, pour avoir... Mais nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Comment cela peut même être concevable? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance. Dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. Le premier communiqué, il émane de la direction provinciale. Je vous le lis parce qu'il faut être sûr que nous tous, nous avons véritablement capté pour éviter que ces poisons rwandais n'aient produit ces effets dans notre opinion. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qu'il circule une note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant des marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur ce directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination
à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. Le deuxième communiqué, il émane cette fois-ci de la Direction générale de Kinshasa. La Direction générale de Douane et Axes a été informée de la circulation dans les réseaux sociaux d'une note datée du 28 février attribuée au directeur provincial de la DGDA Nord Kivu et suspendant jusqu'à nouvel ordre l'application du régime douanier de réimportation en l'état aux marchandises émanant de bureaux situés dans les parties des territoires occupés par l'armée rwandaise. Suivant la dite note, toute marchandise en provenance de Goma-Ville, Goma Aéro, Bunagana et Ishasha Est, considérée comme une nouvelle importation, doit être traitée telle qu'elle. La DGDA porte à la connaissance du public en général et des usagers de la douane en particulier que cette note est un faux, tel que l'atteste le communiqué officiel du directeur provincial que j'ai lu tout à l'heure. Par conséquent, la DGDA rappelle que la législation douanière s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national. Et donc, lorsque nous vous disons que vous devez vous méfier, lorsque nous attirons votre attention comme professionnels des médias, c'est parce que nous savons qu'on cherche quotidiennement à planter les démons de la division parmi nous. Et donc, je voudrais encore attirer votre attention sur la nécessité pour vous de vous méfier chaque fois que vous voyez un document circuler sur les réseaux sociaux s'il n'est pas authentifié. Madame la ministre d'État, je m'excuse de cette intrusion, mais c'était une question d'actualité parce qu'il faut justement lutter contre toutes ces fake news. Je vous redonne la parole pour répondre aux questions qui vous étaient destinées. Très bien, merci beaucoup. Alors, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve dans une situation où on doit organiser les examens en situation de guerre. Alors ça peut dire que heureusement l'administration a de l'expérience et donc l'idée c'est de pouvoir avoir des couloirs sécurisés, de sécuriser les choses pour que les examens soient acheminés vers les candidats. On n'y est pas encore, on est en train de préparer ces détails-là. Évidemment, on ne peut pas encore le faire maintenant de manière fine vu la situation, mais dans tous les cas, on organisera des choses et on aura des couloirs spécifiques et on va permettre d'organiser l'examen d'État. Je tiens aussi à dire que pour les candidats qui auraient quitté par exemple les villes de Goma, de Bukavu et qui se seraient inscrits, qui seraient arrivés dans d'autres provinces, ils peuvent s'inscrire dans les écoles qui sont là et passer les examens dans les provinces où ils se trouvent. Il y a une circulaire qui est passée à ce propos au niveau de l'inspection générale. Donc on veut vraiment s'assurer de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles. On travaille sur les détails techniques et heureusement on a déjà l'expérience à ce niveau-là. Par rapport à la reconstruction des infrastructures, ça me permet de revenir aussi à nouveau sur l'impact de cette guerre. Avant tout ça, on a des projets qui devaient construire 100 écoles au sud Kivu, Ituri, et on devait aussi investir au niveau du nord Kivu. Ici, on se retrouve dans le cas où cet investissement qui devait nous permettre d'avoir des écoles supplémentaires, on est en train de voir comment ça va être utilisé alors que pour reconstruire les écoles. Alors vous imaginez un peu la perte. Déjà que c'est tellement difficile de mobiliser des fonds pour pouvoir construire nos infrastructures. Ici, on va devoir prendre certaines décisions qui sont d'utiliser finalement stratégiquement les fonds que l'on avait pour pouvoir reconstruire les écoles qui ont été détruites. Donc c'est pour dire que chaque fois qu'on détruit un bâtiment scolaire, ça a un impact énorme et c'est vraiment torpiller le travail que nous faisons toutes ces dernières années pour améliorer l'accès à une éducation de qualité. Donc on est en train de travailler avec nos partenaires techniques et financiers notamment pour pouvoir réorienter nos priorités qui seront d'abord les écoles qui sont détruites, qui vont être réhabilitées ou reconstruites en premier et puis de continuer à mobiliser les ressources pour pouvoir continuer cet effort que nous avons déjà commencé de construire les écoles. Donc on s'adapte au mieux à la situation pour continuer à offrir le meilleur service à aux populations scolarisées. Merci beaucoup. eza guerre oyo bazosala contre futur ya Congo parce que bana nde barepresentaka avenir ya mboka. sikoyo soki bango bakomi koatake baekole bakomisi ekole mosusu kutu cimetière
ndenge ministre auti koloba bato bango bakundi na baservice na bango na baservice ya protection civile provinciale bakomi ba 8500. soki moto akanisi makambo ya effort de guerre ezalaka kopesa mbongo te ya kopesa mpe makila. BTV 3 Info Plus. Rien que la vérité.